Bonsoir Queen DMB. Bonsoir. On est vraiment absolument ravis d'avoir cette opportunité d'un entretien avec vous. Merci. Merci. Donc on est à Africa Fashion Week, la 9e édition ici à Londres. Oui. Et ça fait déjà quelques fois que vous êtes une des invitées de marque. Oui, tout à fait. Donc on a eu l'opportunité un peu plus tôt de voir votre magnifique collection. Merci, ça vous a plu, je suis contente. Oui, oui, très bien. Très bien. Donc à notre niveau déjà, la plateforme s'appelle Afroculture. Oui. Et l'idée c'est vraiment de connecter les mondes diasporiques. Surtout, on va dire, le monde anglophone et le monde francophone. Oui. Et c'est déjà un rôle dans lequel vous fonctionnez pleinement, que ce soit politiquement, culturellement, artistiquement. Oui. Voilà. Donc déjà, votre nom est Queen DMB Kabatuswila. C'est ça. Voilà. Alors expliquez-nous déjà l'origine de ce nom, s'il vous plaît. Voilà. Donc la coutume veut que je cite donc mon nom et ma fonction. Donc je suis Queen DMB, donc Reine DMB, Kabatuswila Chiyuimwata, Mukalenga Mukajiwa Nkashama, des Bakwalutu du Kasaï central, de la République démocratique du Congo. Donc je suis femme roi de l'ordre du léopard, c'est ça que ça veut dire, Mukalenga Mukajiwa Nkashama. Mon nom Diambi, donc je suis de la communauté Luba, donc de l'ethnie Luba du Kasaï, et mon nom Diambi signifie en fait la porteuse de bonnes nouvelles. Donc ce qui est une bonne chose. C'était le nom de mon arrière-grand-mère qui était reine au Kasaï aussi. Et donc j'ai été couronnée il y a 3 ans, et puis j'ai été intronisée il y a 2 ans maintenant au Kasaï, et puis présentée à la communauté des rois et des chefs coutumiers du Congo, à Kinshasa aussi il y a 2 ans. Et voilà, depuis lors, j'ai d'abord dû définir ma fonction, parce que je venais de la diaspora moi-même, je vivais aux États-Unis, et pour prendre ce rôle et cette responsabilité d'être une représentante de la culture ancestrale, traditionnelle du Congo, mais aussi avoir des aspirations pour avancer, pour promouvoir l'Afrique, pour l'Afrique de demain, pour nos enfants. Donc il était important pour moi de vraiment apprendre beaucoup de ma propre culture, et aussi de rencontrer toutes les expressions africaines dans le monde, pas seulement sur le continent. Bien sûr, je fais beaucoup d'efforts pour rencontrer pas mal de communautés sur tout le continent, du Caire au Cap, mais aussi donc pour aussi rencontrer les autres expressions africaines, qui sont les expressions qu'on a dans les Caraïbes, qu'on a aux États-Unis, au Canada, qu'on a en Amérique centrale, qu'on a en Amérique du Sud, et aussi en Europe et partout ailleurs. Et aussi donc de rencontrer, de réconcilier la diaspora africaine dans son intégrité, pas seulement la diaspora moderne, mais aussi la diaspora historique africaine. Parce que je pense que l'Afrique doit vraiment compter sur cette diaspora aussi, qui est avide de retrouver l'Afrique, qui est avide de se reconnecter à l'Afrique, et pour avoir une nouvelle énergie dans ce moteur de propulsion de la Renaissance africaine. Donc, sur vos 3 ans maintenant de règne de gouvernance, quel a été votre succès, par exemple, un succès pour vous qui vous a marqué d'une certaine manière et qui peut-être définit la suite, et aussi quel serait le défi d'une reine dans la société actuelle? Voilà, alors d'abord, c'est vrai que le rôle même je ne suis pas chef coutumier, donc on a des chefs coutumiers qui régissent le quotidien. Donc moi je suis une reine, ça veut dire que l'emblème d'une nation, l'emblème d'un peuple, et donc je vais comme porte-parole de ce peuple. Et alors le défi, c'était au départ que je venais moi-même de la diaspora, je revenais des États-Unis quand j'ai été couronnée au Kasaï. Alors d'abord j'ai dû dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reste au Kasaï? Je m'assieds avec les chefs, et voilà, mais en me disant, mais non, j'ai des ressources, d'autres types de ressources qui peuvent aider mon peuple. Parce que je peux aller faire connaître mon peuple d'abord à l'extérieur, donc être une ambassadrice pour les Bakwa-Luntu, donc les Bakwa-Mpu, Bakwa-Indu du Kasaï central, parler de cette culture Luntu, parler de la culture Luba, parler du Congo d'une autre façon. Parce que trop souvent, le Congo, on a parlé du Congo dans ses conflits, dans ses blessures, dans ses meurtrissures, dans ses guerres, dans la souffrance du peuple congolais, que je ne veux pas éluder, bien sûr. Mais nos problèmes ne définissent pas qui sont les Congolais, nos problèmes ne définissent pas qui sont les Africains. Et donc c'était ça ma mission première, c'est de dire je vais mettre le Congo sur la carte mondiale, mais d'une autre façon. Je vais mettre le Congo sur la carte mondiale en parlant de notre richesse culturelle, en parlant de notre héritage historique des plus anciens, en mettant aussi en valeur donc le Congo comme étant, voilà, je suis une reine traditionnelle et voilà ce que je porte pour le monde. Je vais à l'encontre du monde pour vous dire nous sommes là.
Et c'est important de nous regarder dans les yeux et que nous soyons fiers de montrer que nous sommes là avec nos valeurs et nous sommes, comme on dit en anglais, unapologetically africains. Et donc c'est très important et d'aller à l'encontre des autres pour montrer cette autre image qui est là l'image qui devrait dominer en Afrique, pas les images qu'on nous montre dans les médias constamment, qui est une réalité, je ne veux pas l'éluder, mais si on reste toujours dans ce schéma, nous-mêmes, c'est self-defeating, c'est-à-dire on se bat nous-mêmes à nous regarder toujours dans les aspects les plus négatifs. Donc il est important de nous montrer sur une autre lumière, de nous regarder sous une autre lumière, sous un autre angle. Et ça, pour moi, c'est le plus grand succès que j'ai eu, c'est d'aller dans le monde, dans pas mal d'endroits dans le monde, de faire parler du Congo, de faire parler de l'Afrique, bien sûr, traditionnelle, de dire nous sommes encore là, nous sommes toujours là, et nous sommes aussi, donc les chefs et les reines, les rois traditionnels, sont les meilleurs habilités, bien sûr, avec l'aide des intellectuels qui ont fait des recherches, les scientifiques et les chercheurs, mieux habilités à porter cette voix et à la rendre vivante, à ce que l'histoire africaine ne soit pas une histoire morte, une histoire qui est dans les livres, dans les manuels, mais qu'elle soit là devant vous. Alors, de ce travail, une des choses les plus spectaculaires qui me soit arrivée, que je ne pouvais jamais m'imaginer, c'est qu'au Brésil, la communauté des descendants historiques africains du Brésil m'ont choisi et m'ont intronisée comme reine sur un trône africain au Brésil. Donc ils se sont redéfinis par rapport à leur origine, Congo ou origine africaine, et ils ont réinstallé et ils ont demandé à ce que ça soit aussi reconnu par les parlements. Donc j'ai aussi été reconnue par les parlements comme grand maïs de povo bantu brésilien, donc la grande mère ou la reine mère du peuple bantu du Brésil. Donc c'est un accomplissement extraordinaire parce que ça m'a montré que j'ai pu inspirer les gens à ce qu'ils se disent nous avons le droit de nous redéfinir et nous avons le droit parce que nous sommes redéfinis par l'identité et par le droit de notre naissance de réinstaller un trône africain au Brésil. Donc maintenant le Brésil ce n'est pas juste l'Amérique du Sud, c'est l'Afrique d'outre-mer. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, d'autres, j'en ai beaucoup, je dois dire. Et par exemple, l'État de la Louisiane m'a octroyé un jour de célébration. Donc tous les 25 avril sont maintenant reconnus comme Queen Diambi Day. Et alors, quel thème j'ai choisi pour Queen Diambi Day? C'est le thème de la réconciliation. Ça veut dire réconcilier toute la diversité des expériences africaines, dans toute leur richesse, aussi bien dans la diaspora historique, dans la diaspora moderne, dans les différentes langues d'expression africaine qu'on utilise, toutes nos langues traditionnelles, et aussi dans les divisions qui nous ont été imposées par la colonisation, dans les clivages qu'il y a avec la francophonie, l'anglophonie, et aussi la langue portugaise, et aussi la communauté arabe. Parce que je suis allée aussi au Maroc à des conférences Africity, je suis encore invitée au Maroc, parce qu'il faut qu'on réconcilie ce continent avec lui-même. Parce qu'on a été vraiment meurtris, on a été blessés, mais nous sommes forts et résilients. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc vous venez de nous dire que vous avez dû définir vos aspirations en tant que reine, reine d'une région, mais aussi d'un continent d'une certaine manière, pour ce que vous symbolisez. Oui, tout à fait, je pense. En tout cas, c'est le rôle qui m'est investi par ma passion pour l'Afrique en général, sans barrière. L'Afrique dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, dans toute sa force, dans cette unité africaine qui est l'unité de la pensée, l'unité de la philosophie de base, qui est cette Afrique-là qui n'avait pas de frontières, bien sûr avant les époques coloniales à partir de 1884, mais 84-85. Donc c'est de retrouver un petit peu ce cœur vraiment qui nous définit à la base, mais aussi d'y rajouter toutes les expériences en plus. Donc oui, bien sûr, ambassadrice, c'est un rôle vraiment tout à fait honorable pour moi, que j'assume avec vraiment beaucoup d'honneur et de plaisir. Et donc je suis là comme un porte-voix pour mes frères aussi, qui n'ont peut-être pas la possibilité comme moi de voyager dans le monde, ou qui n'ont pas nécessairement, pas seulement cette aspiration-là, mais qui ont aussi d'autres responsabilités qui les gardent bien occupés là où ils sont. Mais je vais de temps en temps visiter beaucoup de mes frères et sœurs qui sont rois et reines en Afrique. Et je vois aussi qu'il y a un besoin pour les jeunes Africains qui doivent se redéfinir quelque part, qui se sentent maintenant un peu
lésés dans ce sens qu'ils se disent bon, oui, on a l'Afrique à partir des colonies, ou bien par exemple dans la diaspora ancienne ou historique, on a l'Afrique à partir de l'esclavage. Mais qu'est-ce que c'est l'Afrique réellement? Qu'est-ce qu'était l'Afrique sans cette expérience-là? L'Afrique qui n'est pas définie par ces expériences de la colonisation et de la traite négrière, en tout cas du trafic humain qui a été fait qui a déporté beaucoup de nos gens. Donc quelle est cette Afrique-là? Donc il est important qu'on fasse ce mouvement de retour en arrière pour mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre, parce qu'avec ces ressources qu'on va exploiter, on pourra avoir alors des lignes directrices beaucoup plus claires et beaucoup plus solides aussi, un appui beaucoup plus solide. Très bien. Donc cette Afrique avant la colonisation, surtout par exemple au niveau de la royauté, au niveau des systèmes en place, à quoi est-ce qu'elle ressemblait? Bon, c'était d'abord une Afrique qui n'était pas basée sur des États-nations, mais c'était des États territoriaux. C'est une Afrique qui est absolument extraordinaire et qu'on commence seulement, les grandes médias, on commence seulement à s'y intéresser, ou des études, maintenant on commence vraiment à s'intéresser plus à l'Afrique, parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a comme une espèce de vide ou de flou artistique qui était fait exprès pour faire croire aux Africains, donc propager l'idée que les Africains, et pas seulement aux Africains, mais aussi aux Européens, parce qu'il a fallu quand même convaincre une population, des pays pour dire oui, on va aller subjuguer des humains, parce qu'il a donc fallu faire toute une démarche, une propagande, une construction d'un concept de ce qu'était l'homme noir. Donc on a à ce moment-là complètement construit quelque chose de nouveau, qui était que bon, nous sommes des ignorants, des sauvages, mais en fait ce qui est complètement faux, et ils le savent très bien d'ailleurs, puisque pendant des siècles et des siècles, des millénaires, on a toujours des contacts assez forts avec l'Occident, puisqu'on a été des partenaires économiques, on a eu des diplomates bien avant la période esclavagiste, on a eu beaucoup d'échanges, on a eu des centres universitaires bien avant même qu'il y en ait en Europe, on a eu des grandes villes aussi, très bien structurées, des systèmes de gouvernance qui étaient plutôt, que je ne définirais pas comme démocratie en tant que telle, mais qui étaient des systèmes où il y avait une espèce comment dirais-je, de conciliation. C'est un travail de conciliation et un travail de consensus, la conciliation pour arriver à des consensus. Et alors, bien sûr, toutes les phases, toutes les strates de la communauté étaient représentées et respectées. Alors, beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses sur l'Afrique qui n'étaient pas vraies. Et beaucoup de gens ont dit des choses sur l'Occident qui n'étaient pas vraies non plus. Par exemple, quand on parle de l'origine des mathématiques en Grèce, on sait très bien que c'est faux. L'origine des mathématiques vient d'Afrique, et pas seulement des mathématiques, nous parlons de sciences assez complexes, de la médecine, de l'archéologie, de l'architecture, de toutes sortes de choses, du bien-être, les sciences du bien-être, la morale, les religions, la philosophie. Donc on a des bases très très solides, et au fur et à mesure qu'on commence à faire des recherches, on commence à se rendre compte que c'est beaucoup plus profond encore qu'on ne le pensait au départ. Parce que quand vous vous rendez compte que nous avons un os d'Ishango qui date de 25 000 ans à peu près, entre 23 et 25 000 ans, et qu'il y en a encore des outils mathématiques plus anciens encore que l'os d'Ishango, mais que donc en Afrique centrale, il y a des outils de calcul et qui montrent la poussée de la réflexion mathématique ou scientifique, et qu'on se rend compte que c'était un jouet pour des enfants. Alors ça vous dit, tiens, si les enfants jouent avec ça, que font les adultes? Et c'est pas pour dire qu'on avait besoin nécessairement d'avoir des civilisations avec des briques et mortiers pour montrer qu'on a une civilisation. Une civilisation, c'est une façon de s'organiser pour promouvoir le bien-être humain, pour promouvoir la vie et aussi pour préserver l'environnement. Ça, c'est une civilisation. Donc, et alors, à partir de ce moment-là, se sont développés les arts et toutes sortes d'autres choses. Donc il est important que nous sachions que nous avons été les pionniers dans tous les domaines, parce que ça nous ramène alors à nous regarder en face et non plus à nous définir dans le paramètre ou dans les paradigmes de ceux qui nous ont exploités et qui nous exploitent encore aujourd'hui, mais à nous redéfinir par rapport à ce qui nous sommes, et aussi à nous mettre en face de nos responsabilités.